Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin sur TV Vendée pour cette matinale de ce jeudi 15 janvier. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. Bon courage si vous apprêtez à prendre le chemin du travail ou bien des cours aussi pour certaines et certains. Je vous rappelle que comme tous les matins, vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. N'hésitez pas à nous envoyer bien un petit message. Nous avons reçu il y a quelques instants sur ce plateau dans l'invité de la matinale à Sandrine Tomkoviak, responsable, membre du bureau plutôt, du club La Roche-sur-Yon Sport de glace. Elle est venue nous présenter cet événement qui a lieu ce week-end à La Roche-sur-Yon à la patinoire, la compétition Glacion, le trophée Glacion, trophée de danse sur glace. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr et sur la chaîne YouTube TV Vendée Actu. On se tourne maintenant du côté de votre météo pour aujourd'hui. Quel temps va donc-il faire en Vendée en ce jeudi? Les nuages sont présents dès ce matin dans le ciel vendéen, notamment sur le littoral, comptez 6 à 9 degrés pour la matinée. Dans l'après-midi, pas que des bonnes nouvelles puisque la pluie va faire son retour. Elle va arriver notamment par le nord-ouest du département. On regarde maintenant les horaires des marées pour aujourd'hui. On commence dans le sud-ouest du département du côté de la Tranche-sur-Mer avec une première basse mer prévue ce matin à 8h23 et ensuite à 20h53. Pleine mer, la première était à 2h28 cette nuit, la prochaine sera à 15h02, coefficient de 43 à 47, coefficient identique dans le nord-ouest du département au niveau du passage du Gois avec une première basse mer ce matin à 8h29, la prochaine est prévue à 21h, première pleine mer cette nuit à 2h16, la prochaine ce sera à 14h58 et si vous avez envie aujourd'hui de traverser le passage du Gois, pourquoi pas, je vous rappelle que c'est bien sûr possible jusqu'à 1h30 avant et après la marée basse. Le soleil, lui, se lève ce matin à 8h45 dans quelques instants. Il se couchera donc ce soir à 17h45 et nous fêtons aujourd'hui les Rémi. Bonne fête donc à tous. Et il est temps de faire ensemble un nouveau point sur l'actualité du jour. Voici le journal. Nous commençons par revenir sur cette importante fuite de gaz survenue hier au Poiré-sur-Vie. Une fuite provoquée par des travaux de forage menés au niveau de la route départementale 2A. Les sapeurs-pompiers ont été appelés sur place en fin de matinée. La route a été totalement coupée une bonne partie de la journée. Sur place, 2 ouvriers légèrement blessés ont été évacués. Une entreprise située à proximité a également été évacuée par mesure de sécurité. Les équipes de GRDF ont finalement pu stopper la fuite qui a impacté environ 600 usagers. La situation devait revenir à la normale ce matin. Et cette nuit, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un incendie dans une maison de 200 mètres carrés à Beauvoir-sur-Mer. 3 lances ont été nécessaires et 28 sapeurs-pompiers déployés sur place. Leur action a permis de préserver 2 habitations et également une entreprise située à proximité. Une jeune femme de 19 ans a été évacuée en urgence relative au centre hospitalier de Chalamphes. Le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon organisait ce mercredi son audience de rentrée solennelle. L'occasion pour la présidente du tribunal, Émilie Reynaud, et la procureure de la République, Sarah Huet, de faire le point sur l'activité en 2025 de la justice vendéenne. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment celle de l'augmentation du nombre d'années d'emprisonnement ferme prononcées par le tribunal. Une quantité qui a doublé en tout juste 2 ans, et ce, malgré la baisse du nombre total d'affaires traitées. Une hausse qui est constante, vous avez vu les chiffres, c'est depuis 2022. L'écart entre cette année, 619 années d'emprisonnement ferme prononcées, un peu plus de 400 l'année dernière. Cette augmentation, elle est illustratrice à la fois d'une gravité des faits qui sont posés. Ça, on le voit au quotidien et on en a déjà parlé. Et puis, elle est le fruit aussi du travail des enquêteurs et de la politique d'action publique qu'on mène au parquet et dans notre politique de juridiction, à la fois dans la lutte contre les trafics de stupéfiants et dans les trafics en tout genre. J'ai parlé notamment des différents faits de vols sériels que nous avons connus sur le ressort et qui ont abouti à des très belles enquêtes mettant en cause les individus qui ont été présentés dans le cadre d'une comparution immédiate. Un autre sujet abordé par la présidente du tribunal, Émilie Reynaud, cette fois-ci celui du nombre de postes qui restent vacants au sein de la juridiction. Plus d'une dizaine de postes sont en effet inoccupés, soit plus de 15% de l'effectif du tribunal, malgré l'arrivée récente d'une personne au sein du parquet, ainsi que d'une attachée de justice et d'un magistrat honoraire.
On est sur des postes qui ne sont pas simplement vacants, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est des postes qui sont soit pas pourvus, effectivement, soit pour lesquels les personnes sont en temps partiel. Donc quand on décompte, si on a plusieurs personnes en temps partiel, forcément ça fait -1, -2, -3. Ou des personnes qui sont en situation d'arrêt maladie, parfois de longue durée. Et donc tout ça cumulé, ça nous porte à 12 ou 13 personnes, on appelle ça des équivalents temps plein chez nous, qui ne sont pas dans la juridiction sur 75 personnes. Donc on voit tout de suite l'impact que ça peut avoir. Forcément, ça va impacter les différents services. Les choix qu'on doit faire avec la procureure de la République et la directrice de greffe, c'est quel service on va prioriser. Qu'est-ce qui nous paraît prioritaire? Et dans ces services-là, on va mettre des moyens supplémentaires. Dans les autres, à un moment donné, on va peut-être mettre moins de moyens, donc on va diminuer l'activité. D'où des audiences qui peuvent être supprimées par rapport à ce qui est normalement prévu. Nous ouvrons maintenant un chapitre santé avec, pour commencer, l'inauguration à La Roche-sur-Yon d'une nouvelle antenne du centre municipal de santé dans le quartier du Bourg-sous-la-Roche. Cette nouvelle structure accueille 2 nouveaux médecins salariés de la ville venant renforcer l'offre médicale donc sur le territoire. Leur patientèle sera prioritairement réservée aux habitants du quartier du Bourg-sous-la-Roche où la demande est particulièrement forte. La pression médicale est importante à La Roche-sur-Yon avec plus d'1 an d'attente pour de nombreux patients en recherche d'un médecin. 6 000 Lyonnaises et Lyonnais sont actuellement sans médecin traitant. Ils étaient 10 000 il y a 4 ans. C'est 2 médecins supplémentaires qui s'installent. Le docteur Barrault qui a ouvert le centre municipal de santé du Bourg en décembre dernier, donc le 9 décembre. Et puis Marie Brémaud qui est arrivée la semaine dernière. Donc 2 médecins supplémentaires pour cette antenne du Bourg-sous-la-Roche. On a créé un site principal en 2017 à la Généraudière. Ensuite, on a ouvert des antennes. Et là, c'est donc la 3e antenne du centre municipal de santé qu'on inaugure aujourd'hui. La liste est longue effectivement, mais en tout cas on peut dire qu'on est vraiment très heureux en tout cas d'ouvrir cette antenne au niveau du Bourg-sous-la-Roche parce qu'elle répond à un réel besoin et surtout au niveau des Bourgadins, suite au départ à la retraite des 2 médecins libéraux. Alors pour s'inscrire, comment faire? C'est effectivement s'inscrire sur la liste d'attente auprès de la mairie, auprès de la collectivité et puis de toute façon effectivement la collectivité rappellera les patients quand ça sera leur tour. Voilà. Santé, toujours et toujours à La Roche-sur-Yon. Le centre hospitalier départemental de la Vendée a inauguré la semaine dernière des nouveaux locaux dédiés à l'ophtalmologie. Cette extension à des infrastructures permet d'accueillir davantage de patients en consultation et en chirurgie pour faire face à une demande croissante. Un des points forts de cette extension, c'est l'ouverture de l'activité de chirurgie de la rétine directement au CHD, ce qui évite désormais aux patients de se déplacer vers Nantes pour ce type d'intervention. Cette nouvelle offre de soins est possible grâce à l'arrivée d'un praticien spécialisé capable de prendre en charge des chirurgies rétiniennes et autres interventions avancées. L'investissement du CHD pour ce projet s'élève à environ 1 million d'euros. Concernant l'ophtalmologie, ce qui change, c'est les locaux qui sont plus grands, plus adaptés, plus fonctionnels et l'arrivée d'un chirurgien de la rétine qui permettra aux patients de ne plus partir du département de Vendée. Bon, l'intervention la plus connue, c'est l'intervention du décollement de rétine, mais ce n'est pas l'intervention finalement qu'on fait le plus souvent. La plupart du temps, c'est des patients qui ont passé la cinquantaine. Ça s'adresse aussi à plein de pathologies qui sont liées au vieillissement de l'œil, donc dans une population en France qui vieillit un petit peu. Ça s'adresse aussi à des patients diabétiques qui par problème de saignement à l'intérieur de l'œil. C'est une population principalement passé 50 ans, mais voilà, on a un public assez large finalement. Ça permet aussi la gestion de pas mal d'urgences. Pour rappel, le centre hospitalier départemental a été marqué ce mardi par une grève du personnel médical, paramédical et des fonctions support à l'appel des syndicats Force ouvrière, CGT et CFDT. Une grève particulièrement suivie avec une mobilisation inédite dans l'histoire de l'établissement, des médecins notamment. Ils protestaient contre les méthodes de management de la direction et le manque de communication de cette dernière. Une réunion entre les syndicats et la direction doit se tenir la semaine prochaine. Nous y reviendrons.
Depuis le 1er janvier, Vendéo a officiellement repris la compétence assainissement collectif sur le territoire du pays de la Châtaigneraie. Une décision qui vise à améliorer la qualité des réseaux et le traitement des eaux usées sur ce territoire. Sur les 11 communes que compte la communauté de communes, 10 ont donc fait le choix de transférer cette compétence à Vendéo, syndicat public de la gestion de l'eau. Seule la commune d'Antigny a décidé de conserver en direct la gestion de son assainissement collectif. Ce transfert de compétences avait déjà été réalisé par d'autres communautés de communes de Vendée, comme Vendée-Sévrotise en 2023 ou encore le pays de Chantonnay l'an dernier. Nous avons tous des stations d'épuration avec des réseaux, donc il faut les surveiller, les entretenir, il faut vérifier que le système fonctionne bien avec des analyses hebdomadaires. Et donc même si la plupart des communes avaient des sous-traitants pour gérer le quotidien, on sait que les exigences réglementaires vont encore évoluer à nouveau. Et donc, on va franchir un pas dans la complexité du suivi de nos stations. Ce qui nous a plu aussi dans Vendéo, finalement, les communes gardent la main sur la gestion de leur assainissement via la commission locale de l'assainissement. Les élus locaux avaient demandé à Vendéo de travailler sur la possibilité pour le syndicat de reprendre cette compétence assainissement, sachant que l'eau et l'assainissement sont dans les cursus scolaires de nombre d'ingénieurs et techniciens qui sont présents à Vendéo. Et donc, nous avons au sein du syndicat de production d'eau potable, l'ingénierie qui est en capacité de travailler également sur l'assainissement. L'Association du Souvenir Français poursuit sa mission de transmission de la mémoire auprès des jeunes générations avec une première cérémonie de remise de drapeau de l'année au collège Richelieu à La Roche-sur-Yon. Un temps fort pour les élèves qui permet de rappeler l'histoire des conflits à travers des témoignages et des parcours de soldats locaux comme celui de Joseph Le Saffre, soldat lyonnais mort pour la France en 1945 et ancien élève du collège dans les années 1910. Son parcours était mis en avant lors de cette cérémonie. Le conseil de vie collégienne, un petit peu comme un CMJ dans les municipalités, c'est un groupe d'élèves qui cherchent à améliorer le quotidien du collège sur différents sujets, différentes thématiques annuelles. Actuellement, c'est l'aménagement de notre cours. Et puis, quand on a eu le contact avec le Souvenir Français, c'était aussi l'occasion pour eux de réfléchir à ça et de voir dans quelle mesure ils pouvaient s'impliquer dans ce devoir de mémoire. Donc, ce CVC, comme on l'appelle, traverse plusieurs thématiques. Voilà, ça leur permet de grandir, de se réunir, de développer certaines compétences, d'aller au contact des adultes, de certaines associations et de grandir en tant qu'humain. J'adore m'engager dans des trucs qui touchent un peu à tout parce que j'aime beaucoup m'engager envers mon collège. Ça permet aussi de m'engager envers mon collège, des gens, mes amis, pour améliorer le collège. Conseil de vie collégienne, c'est vraiment pour m'engager pour les autres. Nous revenons maintenant sur un moment rare, voire exceptionnel, qui avait lieu hier à l'EHPAD de l'Union chrétienne à Fontenay-le-Comte. La résidence a célébré un anniversaire pas comme les autres, celui de 6 centenaires réunis donc autour d'une même table pour un même repas. 6 femmes, 6 vies qui fêtaient leur anniversaire donc hier ensemble, avec jusqu'à 102 ans pour la doyenne, en présence bien sûr de leur famille, avec beaucoup de sourires et beaucoup de souvenirs. 2 de ces centenaires ont même accepté de nous livrer leurs secrets de longévité. J'ai jamais fait rien de particulier. J'ai pas fait d'abus. C'est déjà ça. Il n'y a pas de secret, hein. On y arrive péniblement. On ne sait ni comment, ni pourquoi, mais c'est comme ça. Hein. Je le prends comme ça vient. Vous savez, il faut être patient et puis un petit peu, en même temps, je fais assez dynamique, hein. Avec Bénédicte, on sort toutes les réunions, tout ce qui se passe. J'ai toujours été là. Tout le temps. J'aime pas rester dans ma chambre. Les activités, c'est du lien social avant tout. Ça leur permet de se rencontrer, même au sein de l'EHPAD, parce que c'est vrai qu'elles ne peuvent pas sortir à l'extérieur, donc elles ont perdu un peu ce contact. Et donc nous, l'idée, c'est bien de faire en sorte que le lien social existe toujours au sein de l'EHPAD. Moi, je dis que c'est magique. Quand à 100 ans, on peut avoir encore envie d'aller... de faire des activités, de rencontrer du monde, d'échanger avec les jeunes. Moi, je trouve ça magique, oui.
C'est la fin de ce journal. On refait maintenant ensemble un point sur votre météo en ce jeudi. On commence donc avec bien sûr la météo de ce matin. Et je vous le disais tout à l'heure, les nuages sont présents notamment sur le littoral. Comptez pour ce matin 6 à 9 degrés. Dans l'après-midi, la pluie va faire son retour notamment sur la côte avec une pluie qui va nous arriver par le nord-ouest du département. Les températures resteront douces. Comptez à 9 à 11 degrés. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info est consacré ce matin à ce projet de réhabilitation de l'ancienne friche S20 à La Roche-sur-Yon, située à côté de l'aéroport des Ajoncs. Cette usine avait fermé ses portes en 2019. Ce projet de réhabilitation est donc porté par Orion avec la création d'un pôle d'activité. Donc on est sur le site, l'ancien site S20, site industriel d'une vingtaine d'hectares. On a une occupation sur ce secteur-là depuis les années 1930, sur des activités de stockage et de production en électroménager. L'activité s'est arrêtée fin des années d'abord 94 et puis après définitivement dans les années 2020 avec une liquidation totale de l'occupation du site. Donc ce site effectivement était devenu une friche. Il y a un promoteur nantais, la société LSH, qui s'est positionné dessus pour réaménager l'intégralité du site. En lien avec La Roche-sur-Yon agglomération, ça a été vu comme une belle opportunité de pouvoir retrouver une zone d'aménagement de 20 hectares juste à proximité de l'aéroport et pour avoir des nouveaux terrains destinés aux entreprises. Pour la remise en état du site, il y a d'abord eu une mise en sécurité, puisque suite à la fin de l'activité, il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient restés sur site qu'il fallait enlever pour des questions de sécurité en matière d'environnement et au niveau santé des personnes. Donc c'est des travaux qui ont déjà été faits. Il y a des travaux de dépollution également qui ont été faits, puisque l'occupation industrielle sur la durée a laissé des traces. Et donc tout ce travail de dépollution a été fait, qui a amené à commencer à déconstruire certains des bâtiments qui sont sur site. C'est un travail de dépollution où les terres et les bétons qui étaient les plus pollués sont partis de manière assez classique en décharge. Et 80% des terres qui étaient polluées ont été traitées sur site avec un traitement organique qui a permis sur la durée, c'était à peu près sur une petite année, de dépolluer l'intégralité des terres et de les laisser sur site sans aller les mettre en décharge. Quand on intervient sur un site comme ça, un site qui a été laissé à l'abandon, en fait, la résilience de la nature fait qu'elle reprend vite ses droits. Donc il faut traiter ces éléments-là, puisqu'il y a une faune, une flore qui vient se réinstaller. Donc c'est des choses qui doivent être traitées quand on réaménage. Donc il y a tout un tas de diagnostics et des mesures de protection, de préservation de la biodiversité qui sont mises en place, qui nécessitent d'être anticipées. Notamment sur le site, on avait des chauves-souris qui avaient colonisé des bâtiments voués à la démolition. Donc il a fallu qu'on recrée des habitats pour ces chauves-souris avant de démolir les bâtiments qui leur servaient. Et puis c'est un site aussi qui parfois peut être utilisé, on va dire, par des occupants, notamment qui sert pour les gens du voyage. Donc ça nécessite, on va dire, de prendre des précautions pour limiter les dégradations qu'il y a sur le site. Au niveau des espèces, on avait donc des chauves-souris, il y avait également des tritons marbrés notamment, qui étaient présents sur des sites qui étaient pollués. Donc on a dû mettre en place toute une procédure pour récupérer les individus avant de faire tous les travaux de dépollution du site. Et je vous rappelle que vous retrouvez bien sûr l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Il est temps maintenant pour se réveiller de prendre un bon café, mais un café associatif. Et cette semaine, Jeanne Bell nous emmène à la découverte de la section de Bastine du Smash Basket Vendée-Sud-Loire où quand le sport s'adapte au handicap. Regardez. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Asso. Aujourd'hui, nous sommes à l'Herbergement pour une chronique consacrée au baskin. Alors au sein du Smash, on a une équipe baskin adulte, on s'entraîne 2 fois par semaine, le samedi matin et le jeudi soir. Et on a aussi du baskin junior qui se passe tous les mercredis matins.
L'idée est de retrouver sur un même terrain des personnes valides et des personnes en situation de handicap pour un basket plus inclusif. Tout ça grâce à des numéros en fait, qui sont attribués par joueur selon leur capacité motrice et mentale. La règle importante au basket, c'est au niveau de la défense surtout, parce qu'on n'a pas le droit de défendre sur un numéro inférieur à soi. Donc on va forcément rencontrer quelqu'un du même niveau que soi. Voilà. Et on va jouer avec 4 paniers au lieu de 2, des paniers latéraux qui sont un peu plus bas en fait, que les paniers de basket. Et devant ces paniers latéraux-là, il y a une zone protégée qui sont pour certains joueurs qui vont tirer, qui vont rester en fait, dans cette zone-là parce que jouer sur tout le terrain, c'est un petit peu trop compliqué, il y a trop de règles. Du jeu, moi je dois entrer sur le terrain et après je dois regarder le panier et marquer après. Le rôle 3, c'est il joue sur tout le terrain et dans la petite zone, il faut marquer hors de la zone. Et les rôles 5 et rôle 4, ils doivent marquer que sur les grands paniers. Ils doivent aussi emporter la balle dans la zone. J'ai été beaucoup opérée et je pensais que je n'étais pas capable de jouer au basket. Je suis une ancienne basketteuse. Et quand, lors d'un tournoi au Luxembourg, j'ai vu un Italien, lui, qui était vraiment beaucoup plus handicapé que moi et qui jouait. Et là, ça m'a fait un déclic. Et là, je me suis dit, bon, il faut y aller. Et je joue maintenant. Et voilà, il n'y a aucun souci. Même avec plusieurs opérations, on arrive à jouer. Enfin, j'arrive à jouer. On fait partie du Smash Basket, qui est un club qui existe depuis 2008, si je ne me trompe pas, qui compte environ 380 licenciés, donc c'est un club assez important. Et le basket, en fait, il est arrivé en 2016 au sein du club. Avant, on avait une section sport adaptée depuis 2013, donc là, c'était vraiment que des cours de basket adaptés avec des personnes en situation de handicap mental. Et dès qu'on a découvert le basking, en fait, on s'est dit il a toute sa place au sein du club, donc c'est comme ça qu'on l'a mis en place. Voilà. On fait partie d'un challenge au niveau Pays de la Loire. On est plusieurs équipes du territoire, mais aussi donc là on était en Belgique, jouer un tournoi entre Paris, Belgique et nous. En juillet, on va aller à Paris pour jouer un petit tournoi européen. Il y aura l'Italie, il y aura sûrement l'Allemagne, la Belgique, voilà. Donc ça nous fait aussi beaucoup voyager. On a participé en 2023 à la Coupe d'Europe en Italie, parce que c'est là-bas vraiment le berceau du basket. Donc ça nous permet aussi de beaucoup voyager dans d'autres pays et d'autres territoires. Voilà, c'est la fin de cette chronique Asso. Alors si vous voulez en savoir plus, c'est avec le lien qui s'affiche juste ici. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique Asso. Et merci Jeanne pour cette belle découverte donc de la section à basket du Smash Basket Vendée Sud-Loire. Il est temps maintenant de passer à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est Vivez la Vendée. Anaïs, est-ce qu'on apprend aujourd'hui la direction de l'Aiguillon, la Presqu'île, pour découvrir le Longe-Côte aux côtés de Roland, président donc de l'association de Longe-Côte du secteur. Et ça consiste en quoi un cours de Longe-Côte ici sur notre littoral vendéen alors? Le cours de Longe-Côte en fin de compte consiste à la répartition pour nous, des groupes, parce qu'aujourd'hui nous sommes 35, on répartit par groupe de force. Groupe de force, les baptêmes et les santé, parce qu'on a aussi un animateur formé santé, et aussi donc le deuxième groupe ça va être un groupe dynamique initié. Et le troisième groupe, un groupe de compétiteurs. Ça y est, la vadrouille s'est lancée dans la compétition. D'accord. Et puis, autrement, la composition d'une séance, c'est l'échauffement. À peu près 5-6 minutes d'échauffement. Et ensuite, on évolue progressivement dans l'eau par des mouvements spécifiques, mais individuels. Okay. Et ensuite, plus on avance et plus on va les faire évoluer en groupe. Donc en binôme, trinôme, par 4, par quinte, etc. Avec des jeux, entrecoupés de jeux pour le côté ludique. Est-ce qu'on peut parler que c'est un sport remède pour, le fait de vieillir moins vite, d'être meilleur dans sa peau, dans sa tête? Les bienfaits du Longe-Côte n'ont pas de limite. En fin de compte, on pourrait rester des heures à parler des bienfaits du Longe-Côte. Moi, pour résumer, le Longe-Côte fait travailler les organes, le cœur et les poumons.
en fonction de l'évolution individuelle. Si la personne consent à des efforts, bien sûr, le cardio va monter. Si elle se met en mode relax, le cœur va être tout doux. Les poumons vont suivre derrière. Et au niveau articulaire, c'est l'apothéose, c'est le Graal. Les adhérents évoluent en apesanteur dans l'eau, donc aucune force au niveau des articulations, aucun traumatisme au niveau des articulations. Ensuite, on a des bénéfices aussi hydromassants. Hydromassants, le fait des vagues qui viennent flirter avec les muscles, augmente la capacité de circulation sanguine, si bien que halte aux jambes lourdes, par exemple. Et donc vous retrouvez ce nouveau numéro Vivez la Vendée aujourd'hui sur TV Vendée. On passe rapidement à Café Cuisine avec la question donc de la semaine à gagner. Je vous rappelle cette semaine un plateau plutôt traiteur offert par le restaurant Green sur mesure. Et la voici, cette question de la semaine. Nous cherchons donc cette licence qui fête cette année ses 30 ans et qui était mise à l'honneur à l'occasion du Wizard Furusato à Saint-Hilaire-de-Rayé. Voici l'indice du jour, avant-dernier indice de la semaine. Son slogan est « Attrapez-les tous ». Vous avez jusqu'à demain midi pour tenter votre chance. Rendez-vous pour cela sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale. Et c'est la fin justement de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même lieu, même heure. L'actualité, elle revient à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Je vous souhaite de passer une très bonne journée devant TV Vendée bien sûr. À demain.